Allô? Allô? Ah, j'ai Anaïs qui est ici. Pour l'instant. Alors, j'ai juste... Ah, c'est bon. Donc, Valentine est là également. Bon, elle est en mute, mais elle est là. Maëva, Camille... C'est bon, ça commence à se remplir. Très bien. Eh bien, sachez que j'ai trouvé un moyen pour enregistrer ce que je vais raconter là. Tout simplement. Alors, je sais pas s'il y en a certaines qui vont pouvoir me répondre parce que ça a l'air de bugger un peu. Non, bon, effectivement, je vais être... J'espère que je serai pas la seule à parler, mais... Malheureusement, là, de ce que je vois, ça va être peut-être très certainement le cas. Bien. Alors, je vous avais envoyé un texte de Voltaire qui consistait donc en la séance 3. Quelqu'un peut me dire dans le chat si vous m'entendez? Ah, parfait, merci. Donc du coup, comme je disais, je vous ai envoyé dans le vendredi dernier, je vous ai envoyé un texte donc de Voltaire qui s'appelle Femmes, soyez soumises à vos maris. Et donc là, ce qui était intéressant, c'est que déjà rien que le titre, Femmes, soyez soumises à votre mari, c'est un titre qui est quand même assez percutant et assez comment ça s'appelle, provocateur. C'est-à-dire que nous, en tant que femmes, quand on lit Femmes, soyez soumises à vos maris, effectivement, c'est un bouquin. Si on voyait ce bouquin avec ce titre-là, on aurait plus envie de le brûler que de le lire. Je pense qu'on est plutôt toutes d'accord ici. Bon, je crois que je suis effectivement seule. Donc, on va considérer que, bon, c'est pas grave si vous me répondez pas, on va faire comme ça. Donc je vais dans un premier temps lire le texte et puis on va répondre aux questions que je vous avais posées, sur lesquelles donc, je vous avais demandé de regarder un petit peu, de chercher un petit peu ce que vous pouviez faire, en sachant que ce n'était pas grave si vous ne pouviez pas vraiment faire le travail que je demandais, puisque c'est maintenant surtout qu'il va falloir aller le faire. Bien, alors je vais vous lire le texte. Voltaire, 1694-1778. Femmes, soyez soumises à vos maris, 1768. Le personnage de ce texte est la veuve du maréchal de Grancey, une femme qui ne s'abaissa jamais à dire un mensonge. Ses amants l'adoraient, ses amis la chérissaient, et son mari la respectait, écrit Voltaire. L'abbé de Châteauneuf la rencontra un jour toute rouge de colère. « Qu'avez-vous donc, madame ?» lui dit-il. « J'ai ouvert par hasard, répondit-elle, un livre qui traînait dans mon cabinet. C'est, je crois, quelque recueil de lettres. J'y ai lu ces paroles. « Femmes, soyez soumises à vos maris. » J'ai jeté le livre. « Comment, madame? Savez-vous bien que ce sont les épîtres de saint Paul ? » Il ne m'importe de qui elles sont. L'auteur est très impoli. Jamais monsieur le maréchal ne m'a écrit dans ce style. Je suis persuadé que votre saint Paul était un homme très difficile à vivre. Était-il marié? Oui, madame. Il fallait que sa femme fût une bien bonne créature. Si j'avais été la femme d'un pareil homme, je lui en aurais fait voir du pays. Soyez soumise à vos maris. Encore s'il s'était contenté de dire « Soyez douce, complaisante, attentive, économe », je dirais « Voilà un homme qui sait vivre. » Et pourquoi soumise, s'il vous plaît? Quand j'épouserai monsieur de Grancey, nous nous promîmes d'être fidèles. Je n'ai pas trop gardé ma parole, ni lu la sienne, mais ni lui, ni moi, ne promîmes d'obéir. Sommes-nous donc des esclaves? N'est-ce pas assez qu'un homme, après m'avoir épousé, ait le droit de me donner une maladie de 9 mois, qui quelquefois est mortelle? N'est-ce pas assez que je mette au jour avec de très grandes douleurs un enfant qui pourra me plaider quand il sera majeur?
Ne suffit-il pas que je sois sujette tous les mois à des incommodités très désagréables pour une femme de qualité, et qui, pour comble, la suppression d'une de ces 12 maladies par an soit capable de me donner la mort, sans qu'on vienne me dire encore « obéissez ». Certainement la nature ne l'a pas dit. Elle nous a fait des organes différents de ceux des hommes, mais en nous rendant nécessaires les uns aux autres. Elle n'a pas prétendu que l'union forma un esclavage. Je me souviens bien que Molière a dit « du côté de la barbe et la toute-puissance ». Mais voilà une plaisante raison pour que je aie un maître. Quoi? Parce qu'un homme a le menton couvert d'un vilain poil dur, qu'il est obligé de tondre de fort près et que mon menton est né rasé, il faudra que je lui obéisse très humblement. Je sais bien qu'en général les hommes ont les muscles plus forts que les nôtres, et qu'ils peuvent donner un coup de poing mieux appliqué. J'ai peur que ce ne soit là l'origine de leur supériorité. Ils prétendent aussi avoir la tête mieux organisée, et en conséquence, ils se vantent d'être plus capables de gouverner. Mais je leur montrerai des reines qui valent bien des rois. On me parlait ces jours passés d'une princesse allemande qui se lève à 5 heures du matin pour travailler à rendre ses sujets heureux, qui dirige toutes les affaires, répond à toutes les lettres, encourage tous les arts et qui répand autant de bienfaits qu'elle a de lumière. Son courage égale ses connaissances. Aussi, n'a-t-elle pas été élevée dans un couvent par des imbéciles qui nous apprennent ce qu'il faut ignorer et qui nous laissent ignorer ce qu'il faut apprendre? Pour moi, si j'avais un État à gouverner, je me sens capable d'oser suivre ce modèle. L'abbé de Châteauneuf, qui était fort poli, n'eut garde de contredire madame la maréchale. Voilà donc effectivement le texte que que vous aviez à lire et à travailler chez vous. C'est dommage d'avoir pas trop de retours là, donc je vais vous dire un peu ce qu'il faut surligner surtout dans ce texte. De toute façon, encore une fois, tout sera dans le fichier audio et vidéo que je vais vous envoyer puisque tout est là. Oui. D'accord. Je les ai pas envoyés hier? Parce que je t'ai tout renvoyé, normalement. Je vais le mettre, vous savez quoi, je vais le mettre, je vais tout mettre en lien à télécharger sur le groupe D1 SSP1. Essayez de faire la même chose pour tous vos cours, comme ça vous aurez tout au fur et à mesure. Ah non, par contre, je n'ai pas l'adresse mail de Madame Boudard. Ah, mais moi non plus, j'arrive pas. Moi non plus, et je suis bien embêtée d'ailleurs. Ouais. Bah, bon. Désolée. Bah écoute, là tu vas avoir Madame Oui. Ouais. Bon, écoute, tu vois, au mieux, là de toute façon on va continuer le cours de français. Hein. Je sais pas là. Ah, il semblerait que j'arrive à me connecter sur l'ENT. Parce que
voilà, je ne suis pas sûre d'y arriver. Ah bah non, je peux pas. Bon, je suis bien embêtée de ne pas pouvoir me connecter sur l'ENT parce qu'il y avait il y avait quelque chose dessus, là je reviens au français, il y avait quelque chose dessus qui était très très pratique, qui était un espèce de tableau participatif. Pardon. Et ce que je vous avais demandé de faire... Tac. Ce que je vous avais demandé de faire là pour aujourd'hui, ou en tout cas ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'était donc la séance 3, le texte, la problématique que l'on va pouvoir se poser par rapport à ça, c'est comment un plaidoyer aide la cause des femmes, parce qu'on est effectivement dans ce qu'on appelle un plaidoyer. Alors pour expliquer très rapidement ce que c'est qu'un plaidoyer, en fait, c'est un texte qui va être écrit pour défendre les droits de quelqu'un, d'accord. C'est la différence d'un réquisitoire. Un réquisitoire, c'est un texte qui va charger quelqu'un, c'est-à-dire va dire que ce que quelqu'un a fait de mal. Là, on est plutôt dans le plaidoyer par rapport à la cause des femmes. On a une femme qui prend parole face à des arguments qui seraient donnés par des hommes pour expliquer pourquoi les hommes sont supérieurs aux femmes et pourquoi les femmes doivent être l'esclave des hommes. Donc là, mais si on reprend le texte, il y a un passage bien particulier que j'avais d'ailleurs mis dans le travail à faire, qu'il faut absolument surligner, parce que c'est ce qui constitue la force du texte et la force de Voltaire en général. C'est un passage où Voltaire use de l'ironie. Et c'est lorsqu'il reprend les mots de Molière, qui sont du côté de la barbe et la toute-puissance, c'est ironique, c'est un commentaire ironique, et même qui va même aller vers l'absurde. Est-ce que, alors je sais pas s'il y en a ici qui sont pas en mute, est-ce que quelqu'un sait me dire ce que c'est que l'absurde? Est-ce que quelqu'un a compris ce que c'était que l'absurde avec le texte et avec les explications que j'ai données à côté? Alors, l'absurde, c'est tout simplement... Ouais, parce qu'en fait, je crois que... Ouais, il y a que toi qui réponds. Il y a peut-être Valentine aussi qui va répondre. C'est pas... Ouais, donc l'absurde, en fait, c'est un procédé d'écriture littéraire. Ça peut aussi être un registre littéraire qui consiste à faire quelque chose qui n'a pas de sens. Et là, vous voyez bien... Est-ce que vraiment on peut considérer que c'est parce qu'ils ont une barbe qu'ils sont supérieurs aux femmes, les hommes? Bon bah non, on est d'accord, hein. Donc du coup, ça rend... L'argument devient tellement ridicule, parce qu'il en devient tellement absurde, il n'a pas de sens, que du coup, eh ben, Molière... j'arrête pas de dire Molière... Voltaire, comme ça, nous dit... Ah mais c'est ridicule, les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes. Voilà, mais c'est ce que dit le texte, hein. Exactement. Dans ce texte, Voltaire dit bien, la femme et l'homme sont au même niveau. Il n'y a pas de raison que la femme obéisse aux hommes. Contrairement à Rousseau, souvenez-vous, on avait vu le texte de Rousseau la semaine dernière. Excusez-moi, il y a mon fils qui parle à côté. Donc je disais, la semaine dernière nous avons vu un texte de Rousseau, et Rousseau disait l'inverse, c'est-à-dire que Rousseau il disait « Femmes, obéissez à vos maris, parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez être contents. » Voilà. Ah bah, on est d'accord. Rousseau il disait n'importe quoi, heureusement qu'il y a Voltaire pour essayer de montrer un petit peu. Du coup, comment il fait Voltaire, il va se mettre à la place d'une femme bien particulière, il va écrire le personnage. Alors, la veuve du maréchal de Grancey, c'est pas une vraie femme, hein. C'est quelqu'un qu'il a inventé et dont il va en fait donner sa thèse. Vous vous souvenez, dans les arguments, quand je parlais des textes argumentatifs, on a toujours la thèse de l'auteur, l'argument de l'auteur, les exemples qui vont étayer l'argument de l'auteur. Bah là, la thèse de l'auteur, par rapport à tout ce que je vous ai dit, c'est la femme ne doit pas obéir à l'homme.
Et pourquoi est-ce qu'il ne doit pas lui obéir? Ouais, et exactement, parce que c'est pas à vous de tout faire. Et ça, ce serait... C'est... Ah bon, tu sais, c'est pas très éloigné de ce qu'il dit, hein, de toute façon. Mais c'est ça. C'est que vous n'êtes pas les esclaves des hommes. Et c'est ce qui est écrit. Quand on lit le texte, là, nous nous promîmes d'être... Alors, le texte est assez rigolo, en fait, quand on lit un peu euh, entre les lignes. Mais j'y reviendrai. Nanana, on s'est promis d'être fidèles. En vrai, ce qu'elle dit, hein, c'est... En vrai, elle a pas trop réussi à être fidèle. Mais ils se sont pas promis de s'obéir quand ils se sont épousés. C'est ça que le texte veut dire. Et puis après, elle fait un certain nombre de... comment ça s'appelle un certain nombre de... d'exemples, elle montre un certain nombre d'exemples qui montrent que la femme, quand même, elle n'a pas à démériter par rapport aux hommes. Notamment parce que peut faire une femme que aucun homme ne pourra jamais faire de sa vie? Je vous pose la question. Faire des enfants. Exactement. Et ça, et c'est ce que dit Voltaire, en fait, à travers son personnage féminin. Parce que c'est quoi la maladie de 9 mois qui, quelquefois, est mortelle? Qu'est-ce... La grossesse. Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand elle dit l'homme, il me donne une maladie de 9 mois qui, quelquefois, est mortelle, eh bien, en fait, elle dit, l'homme me met en cloque et bah des fois j'en meurs. Enfin, ça peut me faire mourir. D'accord. Et puis c'est quoi aussi les incommodités de tous les mois qui sont des maladies aussi qu'on a 12 fois par an. Exactement. Les règles. Donc là, ce qu'elle est en train de dire, c'est... alors, non seulement la nature, c'est pas les hommes, hein, la nature, elle m'a donné deux trucs qui sont super chiants, c'est la grossesse et les règles. Et en plus, vous êtes en train de me dire qu'il faudrait que j'obéisse aux hommes? Et puis quoi encore? Voilà ce que Voltaire dit. Et donc là, c'est pour décortiquer un petit peu donc le texte. Et du coup, cette femme, elle vous apparaît comment? Je replace le contexte, on est au XVIIe siècle. Vous avez lu un peu du Rousseau. Bon, les femmes, elles n'étaient pas super bien considérées. On a vu un peu Madame de Sévigné. C'était déjà un peu mieux, mais c'était pas ça qu'est ça non plus. Du coup, cette femme, elle apparaît comment par rapport à nos standards à nous? Alors, pas pareil que nous. Est-ce que vous aussi, vous auriez ce genre de discours de «Eh, il faudrait encore que je lui obéisse alors que je lui donne déjà ses gosses et en plus je me tape les règles»? Vous pourriez pas avoir ce genre de discours, vous. Ça pourrait pas faire partie de vos arguments. Le côté non, mais c'est bon, faudrait que je lui obéisse alors que déjà je lui donne des gosses et en plus j'ai mes règles. Bah, si. Bah, donc, du coup, elle a un discours qui est extrêmement. C'est l'inverse de différent de nous. Elle a un discours qui est extrêmement moderne. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très important, elle a un discours qui est extrêmement moderne. Et donc là, où je voulais vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est par rapport à Voltaire. Et Voltaire, c'est un maître de l'humour et de l'ironie. Est-ce que avec les textes et avec les définitions que je vous avais données, vous avez compris ce que c'était que l'ironie? Non? Ça doit être drôle, ouais. Hop, alors. Vous la connaissez peut-être cette vidéo.
Est-ce que... Vous l'avez déjà vu cette petite vidéo? Vous avez déjà vu cette petite vidéo? La petite... En fait, dans ce que je vous avais donné, il y avait une petite vidéo à voir, c'est ce que je viens de vous montrer en fait. Ah, bon. Bon, c'est parce que c'est un mème qui est assez connu sur internet en ce moment. Donc oui, tu disais c'est pour se moquer, ouais. Mais encore, on se moque en disant ah ah, t'es vraiment trop nul. Non. Comment on se moque avec l'ironie? C'est gentil l'ironie? C'est pour faire passer un message? C'est ça. Exactement. Et du coup, qu'est-ce qu'on a là? On a vraiment ce côté... Hop. Tac. Donc c'est ça. Donc on a quoi là? C'est quoi ce côté en fait, on va dire l'inverse de ce qu'on pense. D'accord? C'est... donc là, dans la vidéo, c'est le fils de quelqu'un qui casse l'appareil photo de sa mère, et sa mère qui dit bravo, bravo, bah t'es fier de toi, j'espère, hein. Vous voyez? C'est ce ton-là. C'est ce côté un peu moqueur. Ouais, c'est pas super gentil. En général, quand il y a quelqu'un qui te fait une réflexion ironique, à prendre au deuxième degré, hein, c'est ce qu'on appelle prendre... Enfin, c'est de l'humour de deuxième degré. Quand tu fais une réflexion comme ça, en général, tu t'en souviens. Parce que tu passes vraiment pour un con. Encore plus que se moquer de manière plus directe. C'est pas... Voilà, j'aime beaucoup ce professeur, mais je sais que, par exemple, Monsieur Lourdel a vachement tendance à faire de l'ironie. Bah voilà, bah c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que bon ça va, je te dérange pas pendant que tu dors sur ta table, etc. etc. Et donc celui qui s'en sert énormément et qui adore ça, c'est Voltaire. Et donc ici, ce qu'il fait, c'est qu'il fait de l'ironie en disant que les hommes qui ont de la barbe, eh ben, c'est à cause de ça que ce sont nos supérieurs. Du coup, je vous avais demandé d'essayer de réfléchir à un argument complètement absurde comme ça, un argument qui, qui, qui montrerait faussement que les hommes sont supérieurs aux femmes. Justement pour se moquer de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Alors, est-ce que vous avez des idées comme ça qui vous viennent en tête? Quelle serait... Allez, cherchez-moi une raison, mais la plus stupide possible pour laquelle les hommes seraient supérieurs aux femmes. Eh ben voilà, voilà. Parce qu'ils sont gros. Les hommes seraient supérieurs aux femmes parce qu'ils sont gros. Vous vous rendez compte un peu de la stupidité d'un tel argument? Et du coup, qu'est-ce que ça donne comme impression quand tu lis les hommes sont supérieurs aux femmes parce qu'ils sont gros? Qu'est-ce que ça vous donne comme impression? Quel est votre... Hein? Ils se lancent trop de fleurs, les hommes. Ouais, ils se lancent... ouais, ok. Mais c'est ton argument? Les hommes seraient supérieurs aux femmes parce qu'ils se lancent trop de fleurs? Parce que dire qu'on est gros, c'est pas forcément se lancer des fleurs. Qui c'est qui a parlé? Qui c'est qui a parlé? Mais n'importe quoi.
Bon, ah, on relève pas ça. Alors, bah, en fait, je vous propose de trouver un argument absurde, c'est-à-dire de trouver un argument qui a aucun sens sur pourquoi les hommes seraient supérieurs aux femmes. Donc là, l'argument qui est à relever dans le texte, c'est le fait qu'ils nous sont supérieurs parce qu'ils ont une barbe. Eh ben voilà, ou plus costaud. Voilà. Les hommes sont plus grands que les femmes, c'est pour ça qu'ils nous sont supérieurs. On est d'accord que c'est un argument qui est complètement con. C'est pas parce que les hommes sont grands qu'ils sont supérieurs aux femmes. Voilà. Et en fait, en disant cet argument-là, ça fait qu'on se dit, mais vu que c'est un argument con, c'est un argument qui ne peut pas être valable, puisque c'est un argument non valable, ça veut dire que les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes. En passant par l'humour et en passant par l'ironie, on arrive à donner une information, en tout cas son argument le plus fort, qui est considérer que les hommes sont supérieurs aux femmes, c'est absurde, c'est stupide. D'accord? Vous comprenez un peu le principe? Alors c'est là que j'aurais bien aimé si le NT avait marché. J'aurais bien aimé que on se mette sur un endroit où en fait il y a possibilité de faire des post-it et on aurait fait un mur participatif comme ça où chacune aurait mis un post-it avec un argument stupide juste pour faire rire. En fait on aurait eu un grand tableau comme ça. Malheureusement bah j'ai pas accès à l'ENT donc du coup je ne peux pas le faire. Va falloir passer autrement. Tiens, Cassandra, tu es là? Elle est là, Cassandra? Ah, c'est pour ça. Ah, parce que comme tu m'avais dit que tu n'étais pas là et que je ne voyais pas ton nom. D'accord. Bon, du coup... Oh là là. C'est... D'accord. Ouais, bon, bah écoute. Hein. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais bon. Mais là, on est... Envoie-lui un message. Bon. Bah écoute, on verra. On verra. Tac, alors attendez, j'ai oublié d'ouvrir quelque chose. Hop. Alors vous ferez pas attention quand il y aura la vidéo, il y aura des petits bugs, hein, mais c'est parce que c'est la première fois que je fais comme ça, donc forcément. Hop, fichier, nouveau document vierge. Hop. Voilà, voilà, c'est bon. Parce qu'en fait, en même temps, je vais faire la trace écrite. Et donc du coup, la trace écrite, je vais l'écrire là maintenant. Donc le texte de Voltaire, je vous l'enverrai après la trace écrite. Hein. Ce sera plus facile comme ça. Le texte de Voltaire est un extrait d'un roman dont... comment elle s'appelle la marquise Madame la Maréchale. Dont Madame la Maréchale est l'héroïne. Le texte s'appelle... alors pour celles qui n'étaient pas là au début, je parlais de femmes, soyez soumises à votre mari. Quelle est l'impression que ça vous donne déjà par rapport à ce titre? Le titre, il vous fait pas réagir? Hein? Ah. Est-ce que le titre vous fait réagir?
Femmes, soyez soumises à votre mari. Oui. Voilà, exactement. Et donc c'est quoi comme genre de truc là ça s'appelle comment comme procédé de choquer comme ça? Est-ce que ça te donne envie de lire le texte? Ça te donne pas envie de lire le texte. Et pourtant, quand on lit le texte, au final, c'est un texte qui dit l'inverse. Femmes, ne soyez pas soumises à vos maris. Mais c'est un texte, en tout cas, quand tu vas lire le texte, quand tu vas vous lire le titre, ça va quand même t'attirer l'œil. Ça va te dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ne serait-ce que cette. Ne serait-ce que cette. Comment ça s'appelle réaction. Voilà. Et à la limite, tu as peut-être jeté un petit coup d'œil parce que tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Peut-être en te disant, comme ça, je vais pouvoir m'énerver contre ce bouquin qui a l'air quand même d'être une sacrée purge. Et en fait, au final, pour te rendre compte que c'est l'inverse. Du coup, c'est assez malin. Ça fait une espèce de petite pub comme ça dans la provocation qui est assez malin. Donc, le texte s'appelle Femmes, soyez soumises à vos maris. Ce titre provocateur est en fait un plaidoyer à la faveur des femmes. Donc, plaidoyer, je rappelle, c'est un texte qui prend la défense d'une cause ou de quelqu'un. Dans un procès, on parle de plaidoyer lorsque c'est l'avocat de la défense qui va faire tout un texte pour dire que telle personne est innocente. Et au contraire, toujours dans un procès, le procureur de la République va faire un réquisitoire. C'est un texte à charge contre une cause ou une personne. D'accord? Ça, c'est juste pour donner ce qu'est le texte que je vous avais envoyé. Non, là je suis pas sur mon truc. Tac, première lettre, philosophe des Lumières, séquence majeure. Ah, fiche argumentation. Je l'ai. Donc, voilà. Donc ça, c'est la première chose à voir. C'est le titre qui est assez provocateur. Et le fait que ce soit un plaidoyer à la faveur des femmes. Voltaire campe avec le personnage de la maréchale, une femme résolument moderne et forte. On est d'accord que par rapport aux standards de l'époque, avec des femmes qui sont pas forcément extrêmement peu soumises justement à leur mari, là on a une femme à la fin, on a même l'abbé qui ose plus rien dire face à ses paroles à la maréchale. Alors pareil, Voltaire va minimiser ça en disant l'abbé de Châteauneuf, qui était fort poli, lui garde de contredire Madame la maréchale. Bon, clairement, là, il a utilisé une figure de style qui s'appelle la métonymie, pour pas dire qui était fort poli, c'est qu'il n'était pas assez courageux pour contredire Madame la maréchale. Donc il campe avec le personnage de la maréchale, une femme résolument moderne et forte, qui se moque des arguments sans sens, c'est-à-dire absurdes, disant que l'homme est supérieur à la femme. Pour ça, pour ce faire, il utilise l'ironie par l'exemple de la barbe.
Il utilise également d'autres procédés. Et cet autre procédé, c'est que il va parler de maladies de 9 mois qui est quelquefois mortelle, etc. etc. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que ce procédé d'écriture? Dire qu'une grossesse, c'est une maladie. Alors, quand on dit c'est comme, et puis que en fait, ouais, voilà, sauf que là, on n'a pas la comparaison puisque on a cette maladie, d'accord? Donc il utilise d'autres procédés d'écriture, comme donc la métaphore, comparaison sans mot de comparer, sans comparant en fait, hein, sans mot de comparant. Il va utiliser un certain nombre d'autres procédés d'écriture pour vraiment qu'est-ce que ça donne comme impression. Le fait qu'il y ait des métaphores, le fait qu'il y ait de l'ironie, le fait que ceci, le fait que cela. C'est quoi? Ça donne quoi comme impression? Qu'est-ce que vous ressentez en lisant le texte? Alors, je relis juste les deux paragraphes. Il ne m'importe de qui elles sont, l'auteur est très impoli. Jamais monsieur le maréchal ne m'a écrit dans ce style. Je suis persuadé que votre Saint-Paul était un homme très difficile à vivre. Était-il marié? Oui, madame. Il fallait que sa femme fût une bien bonne créature. Si j'avais été la femme d'un pareil homme, je lui en aurais fait voir du pays. Soyez soumise à vos maris. Encore s'ils étaient contentés de dire « Soyez douce, complaisante, attentive, économe », je dirais « Voilà un homme qui sait vivre. » Et pourquoi soumise, s'il vous plaît? Quelle impression ça donne? Elle est zen? Est-ce qu'elle est zen? Ouais? Elle est calme? Ah, elle est pas vraiment calme. Hein. Elle est comment là? On la sent comment à l'intérieur d'elle? Énervée, ouais. Elle est en train de bouillir. Ah, agacée, tout à fait. Elle est en train de bouillir en fait. Elle est en train d'exploser sur cette connerie de dire que la femme doit être soumise à l'homme. Donc du coup, il utilise beaucoup d'autres procédés d'écriture, notamment il utilise beaucoup de points d'exclamation. Ça lui permet de montrer à quel point Madame la maréchale est révoltée. Ah bah j'étais en train de... Ouais, d'accord. Tac. J'envoie sur Messenger? Pas de soucis, je t'envoie ça. Ah, j'étais pas sur Messenger en fait du coup, c'est pour ça. Si ça marche. Hop, tac. Hop. Hop. C'est quasiment tout, hein. Hop. Et voilà. Je t'ai envoyé les 3 paragraphes qui constituaient notre analyse de texte pour le moment. Si j'arrive à me mettre sur le NT, j'essaierai de mettre tout sur le NT après, mais... Attention, hein, Madame la maréchale, maréchal ça prend un E hein, dans le dernier paragraphe. Je l'ai oublié. Donc il utilise d'autres formes d'écriture, ce qui permet vraiment de montrer à quel point la maréchale est révoltée par cela, par l'idée
que la femme puisse être soumise à l'homme. Hop. Du coup, on en vient aux autres questions qui étaient demandées. Donc là, qu'est-ce que l'ironie? On l'a expliqué, hein. L'ironie est une argumentation par l'absurde qui tente de séduire le lecteur en faisant appel à son intelligence. Le lecteur doit comprendre qu'il est appelé à prendre ses distances avec la formulation brute. C'est ce que je disais par rapport au fait que c'était bien du deuxième degré. L'argument par l'absurde, c'est ce que je disais, c'est que rendre un argument tellement stupide qu'il en devient pas valide et que du coup on comprend bien que c'est l'inverse qu'il faut croire. Par exemple, là je donnais un exemple d'argument par l'absurde, un exemple bien particulier parce qu'il s'agit de ce qu'on appelle un syllogisme, qui était tous les chats sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Est-ce que cette affirmation est vraie? Donc je redonne mon affirmation. Tous les chats sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Ah, on est d'accord que non, c'est faux. Donc c'est ça le syllogisme. C'est donner l'impression de faire un raisonnement logique alors que ça l'est pas du tout. Vous avez... vous connaissez, hein, vous avez peut-être déjà entendu parler de tout ce qui est rare et cher. Un cheval bon marché, c'est rare, donc un cheval bon marché, c'est cher. Et en fait, si on réfléchit 2 secondes, non. Un cheval bon marché, ce n'est pas cher, puisque par définition, s'il est bon marché, c'est que ça va. Et donc je donnais un dernier exemple d'argument. Donc on a l'argument par l'absurde, mais on a aussi les arguments d'autorité, qui consistent à citer quelqu'un qui fait autorité. Machin l'a dit, c'est que c'est vrai. En ce moment, on a beaucoup des arguments d'autorité concernant par exemple les conseils scientifiques par rapport au Covid-19. Si tel docteur a dit qu'il fallait faire ça, c'est que c'est vrai. Point. L'argument n'a pas à être démonté parce qu'il y a quelqu'un qui fait autorité, qui fait figure d'expert, qui a dit qu'il fallait faire comme ça. Ce qui est fait un argument qui est assez facilement démontable également parce que des fois les grands auteurs ou les grands scientifiques ou quoi que ce soit, ça peut aussi dire de la merde et faut savoir prendre du recul par rapport à ça. Notamment Rousseau. C'est-à-dire que si on était sur l'argument d'autorité, on pourrait dire que Rousseau, quand il dit que la femme n'est jamais plus heureuse que quand elle sert l'homme, eh ben c'est vrai, parce que c'est un argument d'autorité. Or, on a bien vu que non, c'est un argument qui n'était pas bon. Alors, dans les trucs que je vous avais donnés, donc il fallait relever dans le texte de Voltaire d'autres phrases qui faisaient partie de l'ironie. Donc, est-ce que là, vous avez le texte devant vous? Bon. Alors, ok. Essaye de me dire, là, en relisant vite fait, quelles sont les phrases euh, que l'on pourrait surligner. D'accord. Hop. Bon, c'est génial parce que sur la vidéo, vous allez pouvoir voir que je surligne aussi sur le texte. Voilà, donc c'est timeline, nous en sommes à 44 minutes de cours. Donc à 45e minute, c'est là où il va y avoir les réponses pour ce qu'il fallait surligner. Je vais le noter. 45e minute de cours enregistré. Réponse de ce qu'il faut surligner. Voilà, comme ça, vous avez tout. Oui, c'est ça, c'est ce texte-là sur lequel on est en train de travailler.
Ah, l'activité 4. Oh non, c'est rien du tout. En fait, ça, c'est pour savoir quel est ton profil d'apprenant. C'est-à-dire si tu apprends plutôt mieux en étant visuel, en étant auditif, etc. Ce qui te permet de savoir quelle est la façon la plus rapide pour... comment ça s'appelle pour, euh, pour, pour mieux apprendre tes cours. Alors, bah vas-y, essaye de voir un peu dans le texte, essaye de voir ceux qui l'ont face à eux. Me dire où il y a également de l'ironie. Alors, vous voyez un peu où est-ce qu'il y en a? Alors, on va relire ensemble. L'abbé de Châteauneuf la rencontra un jour toute rouge de colère. Donc, elle dit donc j'ai ouvert par hasard un livre qui traînait dans son labyrinthe, dans mon cabinet, nanana. Alors, ce sera plus dans le paragraphe. Il fallait que sa femme fût une bien bonne créature. Et d'ailleurs, c'est là où il y a l'ironie. Il fallait que sa femme fût une bien bonne créature hein, pour le supporter. Soyez douce, complaisante, attentive, économe. Ah bah non, c'est pas ironique, ça c'est... Elle pense qu'effectivement, si à la limite, il avait dit qu'il fallait que les femmes soient douces, complaisantes, attentives, économes, c'est-à-dire que qu'elles soient gentilles, en gros, bah elle aurait compris, au moins elle se serait dit qu'il sait vivre. En fait là, il a dit pire que ça, il a dit il faut que les femmes obéissent aux hommes. Non, là, la phrase ironique, c'est il fallait que sa femme fût une bien bonne créature. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il faut comprendre derrière, il fallait que sa femme fût une bien bonne créature, c'est fallait qu'elle soit bien conne pour être pour se marier avec lui. Ouais, il fallait que sa femme fût une bien bonne créature. Et puis, il y a quand même pas mal de trucs qui sont assez humoristiques dans ce texte, qu'on va surligner également. Donc là, je vous dis, en jaune, ce que j'ai surligné, c'est dans le texte, c'est l'ironie, et ce que je vais surligner en jaune, ça va être en vert, pardon, c'est ce qui va plus faire partie de l'humour du texte, parce que c'est un texte qui est assez drôle en fait. Je sais que là, comme ça, tout de suite, ça vous saute pas aux yeux. Et notamment, quand j'épousai Monsieur de Grancey, nous nous promîmes d'être fidèles. Je n'ai pas trop gardé ma parole. Ça veut dire quoi ça? Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, bon ok, en vrai, on n'a pas été fidèles du tout, on est allé voir ailleurs, quoi. Et l'autre moment où c'est assez drôle, c'est vraiment à la fin, ce que je vous avais déjà dit sur l'abbé de Châteauneuf qui était fort poli. Ça aussi c'est pareil, c'est assez drôle parce que ça veut dire que bon, il a pas assez de courage pour lui dire que ce qu'elle dit c'est n'importe quoi. D'ailleurs, notamment parce que ce qu'elle dit ce n'est pas n'importe quoi, mais parce que clairement
comment ça s'appelle, clairement il a pas assez de courage pour essayer de la contredire. Donc du coup, plutôt que de dire il a pas assez de courage, on va dire bon il est trop poli pour le faire. Mais vous voyez, c'est une manière d'atténuer. C'est ce qu'on appelle une métonymie, hein, mais bon, je vais pas vous saouler avec 36 000 mots dont vous servirez pas forcément. Retenez juste que effectivement il va amoindrir. Je vous ai dit, il faut surligner, je n'ai pas trop gardé ma parole ni lu la sienne, et l'abbé de Châteauneuf était fort poli, n'eut garde de contredire madame la maréchale. Voilà. Voilà. Du coup, j'ai mis une timeline à 51 minutes 23. On aura tout est surligné. Tout ce qu'on a surligné. Du coup, toujours si on reprend la fiche travail, je voulais que vous me disiez est-ce que pour vous, il cherche à convaincre ou à persuader? Alors, je vous avais donné une fiche argumentation, vous allez la prendre pour ceux qui l'avaient imprimée ou pour ceux qui l'ont devant les yeux sur l'ordinateur, vous allez la prendre. On va voir ensemble justement quelles sont les différentes démarches de l'argumentation. Donc l'ironie, c'est ce qu'on vient de voir. L'ironie va servir à convaincre ou à persuader, en général. Hein. L'ironie, c'est une démarche de l'argumentation, mais qui va servir à un pan bien particulier. Quand on vous demandera ça au brevet, c'est fort possible que ça fasse partie des questions qu'on puisse vous demander, parce que c'est quelque chose qui est assez... assez... Hein? Au BEP. Oui, bah ça va. Au BEP, si vous avez un BEP cette année. Voilà, si vous avez un BEP, on risque de vous demander si l'auteur cherche à convaincre ou à persuader. Oui, tout à fait. Bah, je l'ai pas mis sur le groupe, ça? Ouais, bah c'est fort possible qu'on arrive à ça. Hein. Notamment parce que, alors je l'ai mis, la France entre officiellement en état d'urgence sanitaire pendant 2 mois. Ce qui veut dire que le confinement durera 2 mois. Alors, ils ne font pas de prolongement pour l'instant. En fait, vendredi, il y a Macron qui doit parler à 20 h à la télé. C'est aujourd'hui? Ah, je crois que c'était vendredi. Pour moi, c'est vendredi qu'il va s'exprimer. Pour moi, c'est vendredi qui s'exprime. Je sais pas, je vois pas l'info, mais c'est peut-être ce soir. Hein. En tout cas, quand il parlera, ce sera pour dire que ça va s'augmenter. Ouais, bah là, il y en a de plus en plus qui considèrent que l'année scolaire est terminée et que vous reprendrez les cours véritablement en septembre. Ouais, ouais, ouais. C'est même... on se dirige vers ça. Ah, moi, je vais les faire, les challenges.
Ah bah écoutez, hein. Bon, allez, on reprend le cours là, parce que j'aimerais qu'on le termine, qu'on termine complètement ce cours là aujourd'hui. Pourquoi? Ok. Alors donc je disais séance 3 donc par rapport à ça, c'est que je demandais si le texte était plutôt un texte qui était là pour convaincre ou un texte pour persuader. Convaincre, c'est la grosse différence, c'est faire appel à la raison du lecteur. C'est-à-dire lui donner des arguments qui sont les plus factuels possibles. Je rentre dans la statistique, je rentre dans le fait, dans ce qui se passe. Persuader, c'est faire appel au sentiment. C'est-à-dire que c'est ce sont des arguments qui vont plus concerner les émotions de la personne que tu as en face en toi. Un argument qui est assez, enfin quelque chose qui est assez facile pour comprendre la différence entre convaincre et persuader, c'est lorsque vous prenez la question de l'adoption des homosexuels. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir si vous êtes pour ou contre, mais dans les arguments pour, en tout cas, vous avez deux arguments. Vous avez l'argument qui va être plus du côté de convaincre, qui va dire les homosexuels ont déjà des enfants, mais il n'y a pas de cadre légal pour les protéger. Il faut donc qu'il y ait un cadre légal pour que ces enfants soient protégés. Voilà, ça, on arrive aux faits. On ne fait pas entrer les sentiments dans cet argument. On ne fait rentrer que le fait qu'il y a des enfants, il y a déjà une situation, qu'il faut légiférer. Il faut mettre des lois par rapport à une situation qui existe déjà. Persuader, ce serait plutôt dire il faut qu'il y ait des lois parce que comme ça le deuxième parent qui n'est pas le parent biologique ou le parent adoptant de cet enfant-là, c'est une valeur symbolique très forte pour lui. Il pourra véritablement être son parent de cœur. Voilà. Et ça, c'est plus persuader. Vous voyez bien la différence entre convaincre et persuader ? Oui. Alors du coup, sachant cela, le texte que l'on vient de voir, est-ce que ce serait plutôt un texte qui cherche à convaincre ou un texte qui cherche à persuader ? Persuader. Tout à fait. C'est un texte qui cherche à happer par les sentiments. Nickel, Kélia. Donc, ce texte cherche à persuader le lecteur pour la cause des femmes, en faisant appel au sentiment de révolte face à une situation qui n'est pas juste. Hop. D'ailleurs, dans les procès, ça arrive très souvent que le procédé, la démarche de l'argumentation consiste plus à persuader que à convaincre dans les plaidoyers. C'est-à-dire que le plaidoyer, lorsqu'ils vont essayer de faire en sorte que quelqu'un va être jugé non coupable, on va plutôt essayer de faire en sorte de s'attacher aux sentiments des gens qui vont juger, dans un jury par exemple, des personnes lambda qui vont faire partie du jury, plutôt que de convaincre par des faits bien précis. Le réquisitoire, par contre, utilise beaucoup plus facilement le fait d'utiliser un tel est coupable parce que il y a quelqu'un qui a cru l'avoir vu à tel endroit. Voilà. En fait, c'est ça, c'est vraiment ça. Convaincre, c'est un tel est coupable parce que quelqu'un l'a vu à tel endroit. Donc ça veut dire qu'il n'était pas loin du lieu du crime. Donc ça veut dire qu'il l'a tué. Persuader, ce serait plutôt un tel n'est pas coupable parce qu'il est trop gentil pour ça.
Donc là ici je vous ai mis quelques procédés de l'argumentation, c'est-à-dire certains procédés d'écriture qui sont beaucoup utilisés dans l'argumentation. La comparaison, la métaphore, la métonymie, j'en ai déjà parlé hein, de tout ça, la personnification. Après deux figures de style un peu plus compliquées dont je vous ai donné les noms. De toute façon je vous ferai une fiche avec toutes les figures de style, donc vous aurez les définitions de l'antonomase et de la prosopopée. Regardez la vidéo dont je vous ai balancé le lien sur le groupe Facebook, parce que il permet vraiment de voir, de comprendre les procédés d'écriture. Il est très très bien fait cette petite vidéo, elle dure 25 minutes et elle est drôle en plus à regarder. Donc après les figures de l'insistance qui sont l'hyperbole, l'anaphore, le pléonasme, l'inversion, la gradation et l'apostrophe. Hyperbole, je rappelle que c'est j'avais tellement soif que j'aurais bu le lac. Donc c'est vraiment, c'est les Marseillais dans toute leur puissance, c'est-à-dire que vraiment ils vont, paf quoi, ils ont tellement quelque chose qu'ils vont faire un truc démesuré. J'ai tellement faim que je vais manger un éléphant. C'est pas vraiment possible en vrai. Les genres de l'argumentation, c'est-à-dire les textes dans lesquels on va trouver de l'argumentation, là où ce que les personnes qui font de l'argumentation, qui vont faire des textes argumentatifs, vont plutôt s'orienter vers ce genre de texte. L'apologue, texte court, souvent allégorique, qui cherche à donner une leçon de morale ou à illustrer une thèse. Fable, la fable, c'est par exemple les fables de La Fontaine, c'est fait partie des genres de l'argumentation parce qu'à chaque fois vous voyez bien qu'il y a une morale, et la morale c'est une forme d'argumentation, c'est une forme qui vise à dire faites ce que je dis parce que j'ai raison, et je vais vous montrer que j'ai raison grâce à un texte qui va vous montrer pourquoi j'ai raison, avec quelque chose de très illustrative, c'est-à-dire que c'est un exemple, les fables c'est un exemple qui permet de montrer qu'il a raison. Un essai, là c'est un peu plus compliqué parce que en fait en général il n'y a pas de fiction dans un essai, c'est vraiment machin qui dit j'ai raison parce que. Ensuite nous avons un pamphlet, texte violemment agressif dominé par le registre polémique. Le registre polémique c'est le registre qui consiste à dire que celui qui parle a tort. Enfin, le conte philosophique qui fait partie des contes, des genres de l'argumentation qui sont extrêmement utilisés pendant la période des Lumières, et notamment par Voltaire. Je pense que vous avez tout entendu parler de Candide, notamment. Candide, ça dit quelque chose à quelqu'un? Bon, bah peut-être pas Candide, mais je sais pas... qu'est-ce que vous pourriez avoir lu comme conte philosophique? Zadig? Non plus? Bon, c'est pas grave. De toute façon, on verra un peu plus tard les contes philosophiques. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est... Ce sont ce vers quoi les gens qui font de l'argumentation tendent. Ensuite, nous avons les registres de l'argumentation. Donc la polémique, satirique et didactique. Polémique, c'est ce que je disais, hein, réfuter ou refuser le discours d'autrui, dénoncer un adversaire en cherchant à le discréditer. Donc là, vraiment, c'est ce qu'on arrive à voir. La personne qui fait un texte polémique, c'est un texte qui va dire ah, c'est pas bien ce que tu dis, et je vais te montrer pourquoi c'est pas bien. Je vais te montrer, et en plus, je vais te ridiculiser. Ça, c'est vraiment un texte polémique, c'est ça. Satirique, se moquer, dénoncer les défauts des autres par le rire. Ça, on a ça beaucoup sur les caractères de la bruyère. Je vais essayer de vous donner un exemple des caractères de la bruyère. Parce que c'est des textes qui sont extrêmement courts, les caractères de la bruyère. C'est-à-dire qu'il y en a certains... Ah, texte entier. Il y en a certains qui font 3-4 lignes de caractères de la bruyère. Et en général, c'est assez drôle à lire les caractères parce que c'est très incisif. C'est des tout petits trucs qui disent ce qui se passe
C'est n'importe quoi. Bon, j'arriverai pas à vous trouver. Je vous en filerai un à l'occasion pour que vous voyez vraiment ce que ça peut être, la satire par rapport à ça. Enfin, ça peut être une argumentation didactique qui vise à instruire, transmettre un savoir. C'est un peu ce que je fais, hein, c'est-à-dire que c'est effectivement ce qu'on va retrouver dans les cours. Les cours ne sont que de l'argumentation, finalement, on pourrait presque considérer ça comme ça. C'est-à-dire qu'on est là pour vous apprendre des choses et pour vous prouver qu'on a raison quand on vous apprend ce genre de choses. D'ailleurs, je vais tout de suite faire de la didactique en vous demandant, d'après vous, dans quel registre de l'argumentation fait partie le texte que l'on a vu là de Voltaire. Est-ce que c'est un texte polémique, satirique ou didactique? Le texte est-il polémique, satirique ou didactique? Exactement. Le texte est polémique. Donc le texte est polémique, c'est-à-dire qu'il cherche à réfuter ou refuser le discours d'autrui. Et donc le discours d'autrui, c'est le discours de l'homme qui se croit supérieur à la femme. Et donc il y a ce côté, je vais réfuter le discours de l'homme. Alors c'est un texte polémique qui cherche à réfuter le discours d'un homme qui se croit supérieur à la femme et cherche à la servir. Et donc du coup, forcément, Madame, ce qui prouve bien ça, c'est que Madame la maréchale, elle va ridiculiser l'homme. Hop, tac, je vous donne la trace écrite. Je m'en sors plus avec tous mes petits trucs là. Voilà. Tac. Donc c'est un texte polémique. Donc vous avez compris un petit peu toutes les démarches de l'argumentation, tous les procédés, ce que c'était en fait qu'un texte argumentatif. Ça va? Oui. 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 Tout à fait, c'est la trace écrite en fait, que soit vous imprimez par rapport au dossier, au fichier que je vais vous envoyer, soit vous pouvez l'écrire directement dans votre cahier. Donc voilà, donc tout ça c'était pour vous montrer les armes. Vous voyez bien qu'il y a quand même pas mal d'armes qui sont données par les philosophes des Lumières pour dénoncer une injustice. Là, l'injustice principale, c'est quand même que la femme n'est pas inférieure à l'homme. Pardon, je m'arrête 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux jouer à un jeu? Bah tu attends un petit peu mon chéri. Ah, tu veux pas jouer à un jeu avec moi? D'accord, bah tu attends un petit peu mon chéri. Maman elle a pas terminé. Donc voilà, donc là on est dans un texte argumentatif, un texte où on voit toutes les façons dont les philosophes des Lumières vont essayer de combattre une injustice. Donc hop, les philosophes des Lumières, grâce à ce texte, semble bien nous avoir livré de nombreuses armes
littéraire pour lutter contre les injustices. Ici, l'infériorité supposée de la femme. Oui, oui, oui. Oui, je mets tout au fur et à mesure. Tac. Voilà. Attendez 2 secondes. Mais du coup, on a vu dans notre progression, nous avons vu une première séance qui montre que les philosophes des Lumières, etc., on ne peut pas non plus les juger par rapport à l'aune de ce qu'on sait aujourd'hui. On a vu donc Rousseau qui disait que la femme devait être soumise à l'homme. On a vu Madame de Sévigné, qui est une femme forte, qui dit que, bon, sans être totalement en dehors de la société et dire que les hommes sont nos égaux, les femmes ne déméritent pas pour autant. Nous avons vu dans ce texte-là, au contraire, quelqu'un qui prône l'égalité, ou en tout cas le fait que la femme n'est pas soumise à l'homme. Eh bien, nous allons voir dans notre prochaine séance une femme, et le texte d'une femme en particulier, qui s'appelle Olympe de Gouges. Et on va voir dans son texte qu'elle fait vraiment... elle va rejoindre Voltaire, mais là, cette fois-ci, c'est encore plus fort, parce que vous voyez bien que Voltaire, eh bien, Voltaire, c'est un homme qui prend la parole, mais ça reste un homme. C'est-à-dire que, pour l'instant, ça reste les hommes qui sont obligés de venir au secours des femmes, entre guillemets. Sauf qu'il y a des femmes qui se sont défendues aussi à cette époque, et notamment cette fameuse Olympe de Gouges. Et c'est ce qu'on verra la prochaine fois que nous aurons cours ensemble. C'est son texte qui s'appelle, et qui a été adopté maintenant un peu partout dans le monde, qui est la Déclaration des droits des femmes. Et alors, juste pour vous donner une idée de ce que ça va être, le texte en question, alors non, c'est pas là, attendez 2 secondes, ça a enregistré, hop, où est-ce qu'il est, ah, je sais pas s'il l'a enregistré, ah si, c'est bon, je l'ai enregistré, hop, donc on a... ah non, ça c'est qui est Olympe de Gouges, ça c'est ce que je vais vous envoyer un peu plus tard. Bon, c'est pas grave. Le début de sa déclaration des droits des femmes, c'est un texte qui est extrêmement beau concernant justement le fait que les femmes doivent prendre leur destin en main par rapport à ça. Ah voilà, j'ai le préambule là, je vais pouvoir vous le mettre. Alexandre. Donc, préambule. Je vous le lis, vous l'aurez, c'est le texte, je vous dis, c'est le texte dans lequel on va travailler sur la séance 4. Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs,
afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. En conséquence, le sexe supérieur, en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare en présence sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de la femme et de la citoyenne. Voilà le préambule. C'est un texte qui est extrêmement beau, qu'on va étudier la prochaine fois, parce que c'est un texte qui dit vraiment les femmes sont là. Les femmes ont des droits et il faut se battre pour les droits des femmes. Et le premier article de cette déclaration des droits des femmes, c'est « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit ». Et c'est quelque chose qui est absolument révolutionnaire pour l'époque. À l'époque, les femmes, ça ne sert qu'à faire des gosses. Là, on arrive à un truc qui est féministe. C'est-à-dire qu'on a vraiment la séance 4, ça va être la naissance du féminisme. La naissance d'un certain féminisme. Voilà. Bon, bah pour aujourd'hui, ça fait 1h15 que je parle, 1h15 qu'on fait le cours. J'avais dit 1h30, c'est pas très grave si on fait pas 1h30 parce qu'au bout d'un moment, c'est long hein, pour vous comme pour moi. Ça passe vite. Bah écoute, moi je propose qu'on s'arrête là, en tout cas pour aujourd'hui. Moi j'avais prévu que ça pour aujourd'hui, donc on verra la prochaine fois. Alors soit on refait un petit point vendredi de peut-être une petite demi-heure, soit on se revoit, on se reparle mardi prochain, mardi après-midi, pour continuer sur la séance 4. Un petit point vendredi, ouais, ça me dérange pas. On peut se refaire un petit point vendredi dans ces cas-là. Ok, un petit point d'une demi-heure, je vous balance le texte vendredi matin, on en parle juste une petite demi-heure l'après-midi, et mardi prochain on fait le vrai cours sur ça et sur le reste. Parfait, bah on va faire ça alors. Ça me va aussi. Ah bah, il y en a déjà plein qui sont partis du coup de la conversation. Bon, allez, je vais vous laisser et je vais m'occuper de la bestiole qui est en train de chanter derrière moi. Parce qu'à un moment donné, il va me dire maman, maman, occupe-toi de moi. Voilà. Bon, allez, je vous laisse et à la prochaine. Bonne journée.